Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études psychanalytiques. Collection dirigée par Alain Brun et Joël Bernat. La collection Études psychanalytiques veut proposer un pas de côté et non de plus, en invitant tous ceux que la praxis, théorie et pratique, poussent à écrire ce hors chapelle, hors école, dans la psychanalyse. Dernière parution. Catherine Bronnimann, La robe de Psyché. Essai de lien entre psychanalyse et vêtements, 2015. Henri Mialocq, La trajectoire du désir. De Jacques Lacan à Thérèse d'Avila, 2015. Éric Champ, Anne Fraisse, Marc Tocquet, L'analyse psycho-organique. Les voies corporelles d'une psychanalyse, 2015. Valérie Blanco, L'effet divan, 2014. Frédéric F. Berger, Symptômes de l'enfant, enfant symptômes, 2014. Sauty GRIVA, Crime en psychothérapie. Avoros, 2014. Jacques Ponnier, Adler avec Freud. Repenser le sexuel, l'amour et le souci de soi, 2014. Laurence Kaplan-Dreyfus, Encore vivre, à l'écoute des récits de la Shoah. La psychanalyse face à l'effacement des noms, 2014. Stoyan Stoyanov NENOFF, Freuden, 2014. Francine Hélène Samac, De Freud à Erikson. L'hypnose revisitée par la psychanalyse, 2014. Christian Angle MOUNOUD, Aimer égale jouir, l'équation impossible, 2014. Christophe Soliot, Psychanalyse engagée, entre dissidence et orthodoxie, 2014. Mina Bourras, Elle mange rien, 2014. Vanessa Brassier, Le ravage du lien maternel, 2013. Christian Fuchs, Il n'y a pas de rapport homosexuel, ou de l'homosexualité comme générique de l'intrusion, 2013. Thomas Gindele, Le Moïse de Freud au-delà des religions et des nations. Déchiffrage d'une énigme, 2013. Touria Mignotte, La cruauté. Le corps du vide, 2013. Pierre Poisson, Traitement actuel de la souffrance psychique et atteinte à la dignité. Bien-être et déshumanisation, 2013. Gérard Gasquet, Lacan poète du réel, 2012. Audrey Telavestbonnard, L'acte créateur. Schoenberg et Picasso. Essai de psychanalyse appliquée, 2012. Gabriel Rubin, Ces fantasmes qui mènent le monde, 2012. Michel Constantopoulos, Qu'est-ce qu'être un père, 2012. Marie-Claude Thomas, L'autisme et les langues, 2011. Paul Marciano, L'accession de l'enfant à la connaissance. Compréhension et prise en charge des difficultés scolaires, 2010. Valérie Blanco, Dit de divan, 2010. Du même auteur. La bascule des mal-aimés, Le souffle d'or, 1994. La psychothérapie, un savoir étrange, Le souffle d'or, 1995. Écrire, parler, soigner en chinois, Yu Feng, 2001-2008. La dépression, une épreuve moderne, L'Harmattan, 2009. Remerciements. Je tiens à remercier les consultants qui ont accepté que je parle d'eux, et ceux qui ont apporté leur témoignage personnel en m'autorisant à en publier des extraits. Merci à Jocelyne Guignard, Edmond Marc, Sabine Michelon, Vincent Ridinger, Alain Thierry, Béatrice Aimé, Julie Tenenbaum, Sarah Tenenbaum pour leur lecture attentive de mon manuscrit et leurs avis critiques. Merci aux responsables de formation de psychopraticiens, Claude Vaux et Eliane Young de l'IFCC Strasbourg, Anne Pierrard de l'Institut Ressources Bruxelles, Nada Daou et l'équipe pédagogique de l'IFRDP Paris-Dijon qui m'ont confié l'enseignement de la psychopathologie. Merci à tous les participants à mes séminaires et ateliers qui m'ont permis d'approfondir le concept de psychose ordinaire. Merci à Marie d'avoir accepté et supporté que ce livre habite avec nous pendant 3 ans. Merci à ce livre de m'avoir conduit dans des passages camouflés jusqu'à présent de ma propre vie. Dans l'ordinaire du PSYCHOPRATICIEN, la psychose ordinaire. Les nombreux fous que nous sommes, certains seuls tombent malades. D'autres, se proclamant porte-parole de Dieu ou petit père des peuples, font de leur désir singulier la loi du pluriel et passent au travers. Quelques-uns étonnent si fort par leurs discours ou leurs œuvres qu'ils peuvent en vivre. Ils se font un nom et restent eux-mêmes.
De ceux-là qui échouent à se construire ou qui se déconstruisent, le psychiatre peut parler, car il les a rencontrés. Ainsi commençait le texte d'une communication faite en 1974 sous le titre singulier pluriel, alors que j'étais psychiatre hospitalier depuis quelques années. Quittant la psychiatrie une quinzaine d'années plus tard pour m'installer dans l'atelier, comme je nomme le cabinet, du psychopraticien, je pensais m'éloigner de façon presque définitive de ceux que tout le monde désigne sans équivoque comme psychotiques, les fous, les malades mentaux. C'est aujourd'hui, 40 ans plus tard, que je redécouvre ces lignes pour constater que je n'ai cessé d'arpenter le chemin qui va de la psychose la plus clinique à la psychose que j'appelle maintenant ordinaire. L'expression peut surprendre. Psychose ordinaire associe un mot de la plus grande banalité à un autre qui renvoie à l'une des expériences les plus troublantes de la condition humaine. Aujourd'hui, je commence de voir ce qui permet de nommer psychose les deux configurations, tout en continuant d'explorer en quoi elles diffèrent. Se dire dépressif n'est pas tout à fait comme se dire psychotique. On peut aisément dire qu'on est dépressif, ou phobique, ou névrosé sans troubler outre mesure son interlocuteur. Se dire psychotique sonne comme une incongruité sémantique. On peut le dire de quelqu'un, mais de soi-même. Le dépressif choisit le mot pour décrire son expérience intime. On peut en discuter, on ne peut lui disputer le droit d'utiliser le mot, mais psychotique? Comment quelqu'un pourrait-il employer correctement un mot qui signifie qu'il ne peut plus juger correctement des choses? En toute rigueur, seul un tiers pourrait utiliser le mot pour le qualifier. Il lui donne ce faisant une identité qui est ou n'est pas la sienne, mais que la personne ainsi définie ne pourrait se donner elle-même que par dérision ou dans un moment de doute. Psychose renvoie à ce qu'en langage commun on nomme folie et psychotique à tous ceux qui ont un grain, comme on dit, grand ou petit. Pour la médecine, c'est le terme médicalement correct pour parler des malades mentaux. La psychiatrie qualifie ainsi ceux qui ont un rapport biaisé avec la réalité et avec le langage, sans qu'on sache ce qui est premier, le trouble de la perception de la réalité ou le trouble de la pensée. Ils apparaissent de ce fait incohérents et délirants. Pour les médecins et les psychiatres qui ont charge de soigner, parler de psychose c'est aussi et de plus en plus, parler de troubles mentaux réagissant favorablement à des médicaments spécifiques, les neuroleptiques et les leur prescrire. Pour le magistrat chargé de juger, le psychotique sera l'aliéné qui n'est pas responsable de ses actes et ou celui qu'il faut protéger et considérer juridiquement comme mineur. Folie, psychose, on le voit, sont nommés par l'autre du psychotique, par un vis-à-vis qui se pose en diagnostiqueur. Par définition, la folie se situe dans le cadre d'une rencontre et dans le champ du langage, premier paradoxe d'une longue série, la rencontre semblant presque impossible avec le psychotique et le langage semblant obéir à des codes différents. Parler de folie ou de psychose, c'est utiliser un mot lourd de signification et de sous-entendu. S'agissant de la folie, à la distance qu'installe le fonctionnement psychotique viennent s'ajouter le mystère et le trouble que porte le mot. Le mot fait peur mais comme toujours, tout dépend de l'emploi qui en est fait. Sert-il à se protéger de la personne, à la stigmatiser, à l'installer dans un espace cloisonné? Ou sert-il à mieux appréhender sa particularité pour s'en approcher, pour la voir dans son humanité? Le propose-t-on à la personne pour qu'elle puisse se rapprocher d'elle-même, se réapproprier sa spécificité ou pour creuser la distance? Comme tous les mots, celui-ci se situe dans un contexte socio-culturel dont on ne saurait l'isoler. S'il y a dans toutes les cultures, à ma connaissance, un mot pour dire fou, ce qu'il désigne, ce qui manifeste qu'une personne répond à cette qualification peut varier grandement d'une culture à l'autre. Dans chaque culture, chacun sait comment il faut se comporter pour être qualifié de fou. Il le sait, comme il sait sans l'avoir appris et sans pouvoir le formuler comment on parle dans sa langue, comment on conjugue les verbes, comment on accorde les genres, etc. On pourrait opposer schématiquement les cultures où le mot désigne ce qui est dit insensé, parce que ne suivant pas le sens commun à celle où il désigne ce qui, n'ayant pas le sens commun, n'en a que plus de sens. Mais il est question ici de la psychose telle qu'elle se présente ordinairement dans l'atelier du psychopraticien. Bien que représentant un nombre important de consultants, elle reste absente de l'enseignement universitaire sur la psychose, sauf à la marge, et ceci qu'il soit assuré par la psychanalyse ou par les neurosciences. L'université traite de la psychose qu'ont à connaître psychiatres, psychologues cliniciens et personnel des services de psychiatrie, la psychose que je nomme clinique.
Elle ignore celle que je nomme ordinaire. Dans le vertige ou le DSM. V entraîne la planète psy. Il faut raison garder, contenir la tentation diagnostique, ne pas se laisser aveugler par la dictature de la psychopathologie et privilégier une approche humaine sinon humaniste de la psychose. Georges Devereux, psychanalyste et l'un des fondateurs de l'ethnopsychiatrie, en parle autrement. Un patient psychotique a toujours vécu un moment où il a dû renoncer à son identité pour sauver sa vie. La personne psychotique n'est pas un assemblage de symptômes, mais un être vivant saisi dans une dynamique qui relie ce qu'elle est aujourd'hui, son itinéraire de vie et les choix qu'elle a dû faire. La formule parle de ce qui, dans l'histoire d'une personne, a enfanté la peur. Celle qui imprègne le quotidien du schizophrène ou du délirant comme celle qui se tapit dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Il est d'autres approches du mystère de la psychose, et même radicalement différentes. J'aurai l'occasion de les évoquer, mais j'ai choisi pour explorer le domaine de la psychose ordinaire le fil rouge du renoncement à l'identité. Entre la psychose la plus clinique qui peuple les hôpitaux psychiatriques, et la psychose la plus ordinaire que tout le monde côtoie sans la voir, on peut trouver toutes les formes intermédiaires, mais elles ont en commun l'enjeu vital que Devereux a résumé. Elles ont également en commun des caractéristiques que j'aborderai chemin faisant, et qu'on retrouve chez tous les porteurs de grains, gros ou minuscules, comme le problème de la délimitation, corps, émotion, pensée, entre l'extérieur et l'intérieur de soi, comme le flottement du sentiment de soi-même, comme la menace dont l'ombre semble dominer leur vie. Ces personnes diffèrent par les moyens qu'elles ont trouvés et ou dont elles disposent pour répondre au défi vital. Celles qui se montrent cliniquement psychotiques l'ont fait en mettant en question la réalité extérieure avec toutes les conséquences que cela comporte sur le plan de l'autonomie et de la stigmatisation sociale. Il semble qu'il n'y a plus en elles l'espace de non-folie qui leur permettrait d'entreprendre une démarche de changement. Sans doute serait-il plus juste de dire que cet espace est tellement enfoui et réduit au silence, qu'on pourrait être tenté de croire qu'il n'existe pas ou plus. Celles dont la psychose apparaît dans l'espace psychothérapique ont répondu au défi vital en brouillant leur réalité interne, celle des émotions et des sentiments, avec toutes les difficultés que cela entraîne sur le plan des relations. Elles l'ont fait pour pouvoir rester en contact avec la réalité extérieure. Elles ont pu ainsi sauver en partie les meubles, et parvenir à une gestion de la réalité qui leur assure une certaine identité sociale et professionnelle. Leur folie reste confinée, plus ou moins efficacement, dans un espace intérieur, certains en étant bien conscients, d'autres beaucoup plus confusément. L'un de ces psychotiques ordinaires le formulait en quelques mots : « Mon personnage va bien mais ma personne va mal. » Encore avait-il quelques contacts avec sa personne pour la savoir en souffrance. D'autres n'y ont plus d'accès s'ils l'ont jamais eu, comme cet homme dont je parlerai plus loin, qui massacra ses proches quand son personnage s'écroula et qu'il se trouva devant un vide intérieur abyssal. On voit aussi la folie se déployer et s'exposer au regard du monde dans les œuvres de certains créateurs, jusqu'à brouiller tellement les pistes qu'on ne sait où est la réalité, dans la personne telle qu'elle se montre ou dans l'œuvre telle qu'elle la crée. Je pense, côté cinéma, à Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Stanley Kubrick, Jane Campion, côté littérature, à Romain Gary, Amélie Nothomb, côté art plastique, à J. Garouste, F. Bacon entre autres. Le personnage de fiction est-il la voix de leur véritable personne, tandis que le créateur ne serait guère plus qu'un personnage, garant de l'insertion sociale et de la matérialisation de la créature. On la voit aussi, cette folie que nul ne voyait parfois dans nos enfants trop souvent. Mais l'espace où se garde la personne n'est pas étanche. Dans certaines circonstances, comme les rêves, les ivresses procurées par des psychotropes, l'exercice d'un pouvoir sans contrôle et donc sans limite, l'irruption de la passion, voire des circonstances paradoxales comme une promotion professionnelle, la parentalité et le mariage, la folie sort de cet espace et se montre. Où l'on retrouve ceux dont parle la première phrase de ce singulier pluriel, et ceux dont je parle ici qui, dans de telles circonstances ou parce que le désir de vivre en son nom propre surgit, arrivent dans le cabinet du psychopraticien. C'est en s'appuyant sur leur gestion préservée de la réalité, qu'on pourrait désigner comme un regard d'adulte sur eux-mêmes, qu'ils peuvent initier une démarche de soins et s'en donner les moyens. C'est leur adulte ainsi compris qui paie la thérapie, c'est avec lui que s'établit le contrat. Quelles que soient les apparences, quelque résistance que le consultant oppose à ce qui le fait consulter,
quelque effort qu'il fasse pour le faire oublier au psychopraticien, cet adulte est toujours présent dans l'atelier. Il s'agit dans cet ouvrage écrit par un praticien de présenter des outils de compréhension et de travail à tous les praticiens, quelles que soient leurs références théoriques et leurs pratiques thérapeutiques. Ces outils ne sont en aucun cas des vérités établies, mais des propositions à vérifier par l'usage. Je m'appuie pour décrire la réalité sur une sémiologie de la rencontre, c'est-à-dire une exploration de la rencontre et de la relation thérapeutique qui permettent de percevoir ce qui se passe chez les protagonistes et de trouver les moyens de conduire la cure. Plutôt qu'aux ouvrages techniques, je me fie aux écrivains, aux cinéastes, aux plasticiens quand ils ont à la fois la connaissance intime des phénomènes que j'aborde ici, et le talent de savoir nous la communiquer. Mais c'est avant tout aux témoins que sont mes consultants que je fais référence, en reprenant comme font tous les praticiens, les moments de travail partagés et ce que j'ai pu entendre et comprendre de leur histoire. Dans le dernier chapitre, mes témoins et leurs témoignages, figure une note synthétique sur les consultants que je cite tout au long du texte, un éclairage sur le choix de leur pseudonyme et surtout leur témoignage après coup, quand ils ont accepté de me le fournir et de me laisser l'utiliser ici même. Il m'est en effet apparu indispensable, pour valider autant que faire se pouvait les idées que je développe ici, de savoir ce que ces hommes et ces femmes avaient perçu et surtout retiré de notre travail. Une sorte d'audit. Leur témoignage à distance, quand j'ai pu l'obtenir, est d'un apport très précieux et j'y recourais chaque fois qu'il y aura lieu. Il a transformé mes idées sur plusieurs points cruciaux, m'amenant à revisiter les descriptions et les analyses que je faisais, comme on relit un roman policier pour tenter, connaissant la clé de l'énigme, de retrouver les indices qu'on n'avait pas vus chemin faisant. Psychopraticien, psychothérapeute, psychanalyste. Psychopraticien est le nom qu'ont décidé de se donner les organisations professionnelles des praticiens exerçant la psychothérapie, suite à la publication du décret du 20 mai 2010. Ce texte subordonne l'attribution du titre de psychothérapeute à des conditions qui, pour être nécessaires, sont largement insuffisantes à donner de véritables garanties de sérieux. Il ne demande ni travail sur soi avec un thérapeute, ni engagement à être supervisé. La supervision, appelée contrôle dans certaines écoles, est une pratique de perfectionnement professionnel où un praticien soumet sa pratique et ses difficultés au regard et à l'analyse d'un confrère plus chevronné. C'est une nécessité déontologique que s'impose tout psychopraticien. Étrangement, les psychothérapeutes formés par l'université et adoubés par les autorités sanitaires n'y sont pas soumis. Dans le présent texte, je parlerai donc de psychopraticiens, mais cela n'exclut pas les psychothérapeutes ni les psychanalystes qui sont des praticiens spécialisés dans la psychanalyse. Je continuerai à parler de la psychothérapie, puisque le législateur s'est préoccupé du titre et non de la pratique. Le scénario Devereux, dans l'univers psychotique un fil rouge. Un patient psychotique a toujours vécu un moment où il a dû renoncer à son identité pour sauver sa vie. Dans cet article, que je n'ai pu lire dans son intégralité qu'après avoir écrit l'essentiel de mon livre, Devereux dit névrotique aussi bien que psychotique, faisant de la mise en question de l'identité un défi propre à toute personne en souffrance. Mais les exemples cliniques qu'il donne pour illustrer son hypothèse se réfèrent explicitement à la notion de borderline et relèvent tous de ce que je nomme psychose ordinaire. Dans un texte où Toby Nathan reprend la même formule quelques années après, il n'est plus question que de psychotique, Revue Ethnopsychiatrica 1.1 1978. Devereux parle d'un enjeu vital, d'un danger présent quelque part, même quand le quotidien le laisse à peine paraître, et d'une stratégie de renoncement, coûteuse en termes d'accomplissement social et professionnel, mais qui assure la survie. La phrase laisse entendre que persiste quelque part un germe de vie, sans doute en cette instance, quel que soit son nom, apte à faire des choix pour la survie. Même caché, un processus vivant continue de gouverner la personne. Quand celle-ci, ayant décidé d'entreprendre une démarche, vient consulter, il est au cœur de son mouvement. Il s'est réveillé avec le besoin de réexaminer les stratégies. La thérapie est déjà en cours, même si le consultant y résiste. On ne peut affirmer que Devereux décrive une vérité historique, qu'on pourrait retrouver dans la chronologie des faits, et encore moins observer en temps réel pour prévenir les hoquets de la belle mécanique humaine. Tout au plus peut-on à l'occasion repérer des situations.
Ainsi de la mère soucieuse de devancer le moindre besoin de son enfant, avant même qu'il ait pu le manifester, lui laissant si peu de possibilités de vivre en lui-même qu'il doit se couper de toute émotion, de toute sensation pour se garder de l'intrusion incessante. Ainsi encore de l'enfant juif né au temps de la solution finale, qui a compris très tôt que sa seule identité le mettait en danger de mort effective. Ou encore de l'enfant qui doit renoncer à lui-même, car il n'a d'autre fonction que d'être l'antidépresseur de l'un ou l'autre des parents, et que c'est à cela qu'il doit d'avoir été mis au monde. Ou encore quand ces trois exemples sont rassemblés. On pourrait aussi se demander, en observant les enfants dits difficiles, s'ils ne sont pas en train de vivre une telle situation, s'évertuant à toute force de sauver leur être, enlevant tout pouvoir à leurs parents sur eux, les poussant hors de leurs limites et tentant d'appeler l'attention du monde sur le danger qui les menace. Au-delà de la situation proprement dite, bien d'autres facteurs que je n'approfondirai pas ici, interviennent qui amènent au choix de la stratégie du renoncement psychotique. La construction de l'identité a-t-elle été rendue impossible par un déficit des moyens neuropsychiques ou par les conditions affectives et psychologiques de l'environnement? A-t-elle été interdite par les programmes familiaux, intergénérationnels, voire pour d'autres raisons? La réalité a le génie de combiner des phénomènes de nature différente. Si la formule ne peut prétendre à une vérité biographique, tout se passe comme si un scénario invisible régissait le comportement de l'être, au-delà de la réalité visible. Comme si, quand le praticien tente de saisir la logique des comportements de ce vivant-là, c'était ce scénario invisible qui se dévoilait. Surtout quand, se situant dans ce comme si, l'écoutant, s'y laissant agir, le praticien voit des effets de transformation profonde se produire et le scénario se désactiver. La formule a ce génie de pouvoir correspondre aux formes les plus cliniques et psychiatriques de la psychose, comme de pouvoir conduire les évolutions les plus transformatrices. La dimension anthropologique du renoncement à l'identité évoque fortement une logique de chasse, celle qui traverse l'histoire humaine et renvoie à la mémoire unique dans l'évolution, d'une proie devenue prédateur. Dualité qui se joue et se rejoue encore et toujours. La chasse où tour à tour chacun se trouve être la proie et le prédateur, le chasseur et le gibier, le gendarme et le voleur, le policier et le gangster, le détective et le criminel, trame de tant de mythes, de contes, de romans, de films, trame répétée à l'infini. Image peut-être aussi, dans l'ordre de la pensée réflexive, de cette quête de la clé, de la solution de l'énigme qui soutient tout le développement de la pensée humaine. La formule de Devereux résonne aussi avec le sentiment instinctif de devoir se protéger si immédiatement ressenti en psychiatrie, tant chez le psychotique que chez son vis-à-vis. Comme si l'animal en nous captait un danger, une menace, comme si à l'extrême la vie de quelqu'un était en jeu, hors de toute raison. Que le danger soit réel ou pas, qu'il repose sur une vérité biographique ou pas, l'accompagnement des psychotiques montre que la formule constitue l'axe d'un système de croyances qui pose un chasseur et un gibier. Système qui présente, pour ce qui nous concerne ici, des particularités remarquables. Si on conserve la métaphore du chasseur et du lièvre, tous deux se perçoivent réciproquement comme dangereux, menaçants pour leur existence réciproque. Le lièvre pense être aussi dangereux pour le chasseur que celui-ci l'est pour lui. Tout aussi remarquable. Le lièvre, la cible, est dans une telle dépendance vis-à-vis du chasseur qu'il doit le protéger de lui-même. Il est ainsi conduit à s'interroger sans cesse sur l'intention de l'autre et le sens de ce qui est dit. Ces particularités parlent à l'évidence du temps de la dépendance infantile. Devereux utilise le terme de patient et situe son psychotique dans le champ de la souffrance et du soin, sinon de la pathologie. Peut-il y avoir de la psychose en dehors de ce champ? Un homme peut-il fonctionner sur un mode psychotique sans que ce soit pathologique, sans que ce soit pour surmonter l'enjeu vital dont parle Devereux? Y a-t-il des psychotiques normaux? Tenter d'y répondre déborderait le cadre de la présente recherche, mais mérite un court développement, tant ces questions affleurent constamment dans l'accompagnement des psychotiques ordinaires. La notion d'identité est étroitement liée à la culture, à la perception qu'on a de soi par rapport au monde, dans son corps comme dans sa pensée, dans le temps comme dans l'espace, dans le lien aux autres vivants comme dans le lien aux morts. Renoncer à l'identité prend des sens et des formes différents selon la culture à laquelle on appartient,
selon la façon dont y sont codés les territoires de l'individuel et du collectif, du visible et de l'invisible, etc. Et quel que soit le contexte culturel, l'identité est une notion toujours en mouvement. Parce qu'étant des humains, nous sommes tendus entre le besoin d'appartenance à un groupe, faire partie d'un nous qui porte un nom, et l'exercice du langage qui nous conduit à dire je. D'autant que la société occidentale a dramatiquement aggravé cette évolution depuis quelques siècles, jusqu'à des aspects très conflictuels. Par son existence universelle, la psychose questionne la définition culturelle de l'identité dans l'articulation entre sa dimension collective, famille, clan, tribu, nation, etc., et sa dimension strictement personnelle. Mais plus profondément encore, elle soulève aussi la question anthropologique, voire éthologique, de la fonction que pourraient avoir dans le collectif des personnalités à l'identité incertaine. Étant en contact intime avec les mouvements émotionnels les plus intimes de son groupe et percevant de façon aiguë les discordances de communication au sein de celui-ci, la personne psychotique y remplirait une fonction essentielle au prix de son identité personnelle. La possibilité d'une telle fonction nous fait passer de l'ordre de la souffrance ou du déficit à celui de la compétence. Le glissement de registre conduirait à reformuler la question cruciale sous une forme différente. La personne va-t-elle renoncer à son identité pour conserver sa compétence ou va-t-elle devoir renoncer à sa fonction pour acquérir une identité pleinement autonome ? Les psychotiques fous ou les psychotiques cliniques. Des faits d'évidence semblent tracer une démarcation nette entre la psychose que je dis ordinaire et celle que je dis clinique. Dans cette dernière, la perception de la réalité s'écarte du sens commun au point de construire de façon plus ou moins aboutie une théorie délirante du monde et des relations. Le sentiment de soi à soi se brouille, l'identité devient incertaine. La fragilité du contact avec soi-même, la projection des sentiments les plus intimes à l'extérieur, les hallucinations, la difficulté extrême d'arbitrer la négociation entre désirs, besoins et contraintes de la réalité sociale, tout concourt à ce que l'état psychotique avéré ou clinique soit un obstacle majeur à l'autonomie sociale et professionnelle, ou l'obère gravement. Et à ce qu'un jour la personne rencontre la psychiatrie sur son chemin. On pourrait aussi dire, pour distinguer la psychose clinique de l'ordinaire, que la première est remboursable. Devoir gagner sa vie est un impératif que pose la réalité sociale, et semble pourtant n'avoir pas de réalité vraie pour les psychotiques de la catégorie clinique. Ils en viennent à dépendre, pour leur survie la plus quotidienne, des ressources d'autrui, et quand l'environnement proche ne peut y pourvoir, de celles du corps social. C'est le 100% pour les soins, c'est la pension d'invalidité, voire l'allocation aux adultes handicapés, AAH. L'État prenant le relais de la tutelle parentale, les maintient hors de la précarité sans les sortir de la pauvreté et de la survie. Comment dans ces conditions se payer une thérapie personnelle, d'autant qu'il pourrait en résulter des changements amenant à devoir accepter la réalité de la réalité, voire acquitter toute tutelle ? Ceci vaut pour ceux qui ont adopté un fonctionnement psychotique en sortant de l'adolescence ou en entrant dans leur âge adulte, sans avoir commencé de construire leur identité sociale. Pour ceux qui ont passé ce cap, ce n'est pas tant l'absence de ressources qui empêche la démarche personnelle qu'un autre facteur. La conscience que la personne a ou n'a pas de son trouble. La nosognosie désigne ce que tous les classificateurs donnent comme spécifique de la folie ou de la psychose. Le sujet n'a pas conscience d'en être atteint, qu'on l'appelle folie, morbidité, déviance, maladie mentale, psychose. Le fou ne sait pas qu'il est fou, c'est selon tous les bons dictionnaires une des caractéristiques de la folie. Pour lui-même, ce dont il souffre car il souffre, cela se voit même s'il ne le nomme pas comme tel, n'est pas pour lui le fait d'une maladie. Il n'est pas malade, il est victime, mal aimé, persécuté ou bien élu, désigné, missionné. Le destin, le monde, les autres, Dieu sont en cause, pas sa personne. Pour apaiser sa souffrance ou la soigner, si on veut rester dans ce registre, ce n'est pas au médecin qu'il s'adressera mais à l'opinion publique ou à la police ou à la justice. Ou à la mort, la sienne le plus souvent, celle des autres parfois. Où il tentera de plier le monde à sa conviction intime, pour devenir le parangon de la santé mentale, mode opératoire habituel des petits pères des peuples. Ce psychotique ne demande pas à être soigné mais un jour ou l'autre, il contraint son entourage à l'y contraindre. Il se trouve que la société a mis en place un ensemble de lois et d'établissements pour pouvoir exercer la dite contrainte,
loi sur les soins non volontaires, hospitalisation à la demande d'un tiers, hôpitaux psychiatriques. Le lien entre la psychose et ces dispositifs semble évident, mais dans quel sens ? Il est malaisé de savoir si ces dispositifs existent parce qu'il y a des fous qu'il faut nécessairement enfermer, ou si des personnes adoptent le mode de comportement psychotique parce qu'il existe un tel dispositif de contrainte et d'enfermement, qui leur permet de se faire considérer comme fous, le moment venu, sans avoir à le dire. Énigme circulaire que je ne fais ici qu'évoquer, mais qu'on ne saurait négliger. Une personne qui n'a pas conscience de son propre état mental peut difficilement imaginer entreprendre une démarche de thérapie personnelle. La démarche personnelle, le mot dit combien la démarche tient au sentiment que la personne a d'être une personne, suppose qu'on vienne de soi-même et en payant de son argent. Il faut avoir assez conscience de son état pour souhaiter le transformer, et avoir ou se donner les moyens de le faire. La personne psychotique ira éventuellement voir un psychiatre pour se faire confirmer qu'elle n'est pas folle, tellement elle se l'entend dire par son entourage. Ou par les voix malveillantes qui la persécutent et qui pour elle, ne peuvent venir que de l'extérieur, ce qu'on appelle hallucination. Malveillante ou lucide ? Si le délirant ne sait pas qu'il est fou, son persécuteur imaginaire le sait et ne se prive pas de le lui dire à l'occasion, en lui précisant même l'endroit où on l'attend, le lieu dont chacun depuis qu'il est petit sait où on met les fous. Ce persécuteur lui dit bien des choses désagréables qu'il préférerait ne pas entendre, mais il a beau se boucher les oreilles et murer les ouvertures, il les entend. Et tout ce par quoi on s'informe du monde, le toucher, l'odorat, le goût, devient à l'égal des oreilles et des yeux, voie de pénétration d'un savoir persécutif. Qu'une personne qui se présente avec des troubles tels qu'on la considère folle ou délirante, ne puisse le comprendre ni d'elle-même ni par l'argumentation constitue toujours un mystère pour l'interlocuteur. Ni les difficultés considérables de sa vie sociale, professionnelle, relationnelle, affective qui en résultent, ni le handicap, le déclassement, la dépendance ne peuvent la faire réfléchir. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'en souffre pas, tant s'en faut. Paradoxe, elle se plaint des voix et de l'œil indiscret qui la surveillent jusque dans son intimité, de la télé aux toilettes. Elle accepte les médicaments, les neuroleptiques, qui l'en débarrassent, c'est leur spécialité. Pourtant, quand ils ont fait leur office, souvent, très souvent, elle se hâte de les arrêter et retrouve ses voix et la surveillance. Ne saurait-elle s'en passer sans se sentir appauvrie, délaissée, incomplète ? Autant de constats dont l'évidence s'impose à qui a fréquenté les personnes psychotiques, schizophrènes ou délirantes, et dont l'explication par le recours classique à la mauvaise volonté des patients est un peu courte. Ce que nous appelons réalité est pris dans le climat d'incertitude. 2 livres en témoignent de façon éloquente, 2 livres signés Émile Ajar, Gros câlin et Pseudo. Dans ce dernier on lit « L'allopéridol est un hallucinotique, qui calme la réalité et la rend moins agressive. » Quand les psychiatres disent que la molécule en question permet de retrouver le sens de la réalité, ils devraient se souvenir de cette phrase. Peut-être, quand la réalité s'est suffisamment calmée, les psychotiques cessent-ils de prendre leur neuroleptique parce qu'ils craignent alors d'être tentés de s'en approcher de trop près et d'en retrouver tous les dangers. Mais de quelle réalité est-il question ? Je n'étais plus hallucinogène, je ne voyais plus la réalité, son ami Momo et le Christ avec qui il vient d'arbitrer une dispute ont disparu, une rencontre qu'un psychiatre aurait qualifiée d'hallucinatoire, je voyais une table, une chaise, le quotidien familier complètement pseudo, ça allait, quoi ? Idem, hallucinogène pour le narrateur, c'est créer, produire de la réalité qui a tous les caractères de la vraie réalité. D'ailleurs le psychiatre qui l'accueille dans sa clinique ne le lui cache pas. Le docteur C me dit que je faisais une nouvelle crise de réalité, avec l'angoisse normale dans ces cas-là. Une crise de réalité ? Quand le monde intérieur devient terrorisant, est-il d'autre réalité que celle-là ? Cette réalité à laquelle on ne peut échapper nulle part, puisqu'elle est partout où l'on est, la réalité que nous portons en nous ne fait plus qu'un avec la réalité extérieure, la réalité du sens commun. La réalité, il n'y a rien de plus effrayant comme hallucination, idem. Dit autrement, la confusion psychique totale témoigne d'un jugement parfaitement juste et de l'état des choses, idem. Le jugement qu'on porte sur soi dépend étroitement de la capacité de distinguer l'intérieur de l'extérieur, ce qui est moi de ce qui ne l'est pas.
Elle permet d'organiser par expérience et expérimentation ce qui est de l'ordre du monde intérieur avec ses modes de fonctionnement, et ce qui est de l'ordre du monde extérieur avec ses lois et ses règles différentes. Dans l'un, le monde intérieur, règne la toute-puissance de l'imaginaire selon le principe de plaisir. Dans l'autre, le monde extérieur, la puissance personnelle doit se plier aux limitations du principe de réalité. Là est le premier support du sentiment d'identité, aussi intimement indiscutable que difficilement formulable en mots. Le fonctionnement psychotique met en question la délimitation qu'on pose entre soi et le monde, qu'on le nomme dysfonctionnement ou fonctionnement différent. Les frontières entre le monde intérieur et le monde extérieur, donc le subjectif et l'objectif, le principe de plaisir et le principe de réalité, le monde psychique et imaginaire et le monde extérieur se trouvent profondément modifiés. Soit dissoutes ou devenues très perméables chez ceux que les psychiatres appellent dissociés ou clivés ou dépersonnalisés, nommément les schizophrènes. Soit pétrifiées pour constituer le monde extérieur en un système délirant obéissant aux constructions de la personne, ceux qu'on nomme délirants ou paranoïaques. Pour reprendre une description proposée par Félix Guattari, les premiers correspondent aux psychoses ouvertes, les seconds aux psychoses fermées. Le dysfonctionnement se traduit par les manifestations cliniques que constituent les hallucinations, percevoir comme venant de l'extérieur des perceptions issues du monde intérieur, la projection, attribuer à autrui les pensées, les mots qui viennent de soi, l'introjection, laisser gouverner à l'intérieur de soi les pensées et les sentiments d'autrui. Dire « je suis fou » apparaît comme une impossibilité logique. Ce serait dire qu'on a une perception juste de la réalité de soi face au monde extérieur. Or se voir de l'extérieur indépendamment de ce qu'on perçoit intérieurement, même si on doute de sa bonne santé mentale, contredit la folie. Pourtant cette personne continue de dire « je » et d'articuler son discours d'une façon grammaticalement correcte. Impossibilité logique? Trouble du jugement? Les fous dépersonnalisés, ceux qu'on nomme habituellement schizophrènes, semblent ne plus percevoir de différence entre ce qu'ils pensent et ressentent et ce qu'ils voient et entendent, disant il y a des mots, il y a des regards, il y a des pensées. Ils ont des intuitions souvent fulgurantes sur les personnes, et souvent étonnamment justes, et ils ne pourraient voir leur propre fonctionnement. Quant aux fous verrouillés, paranoïaques et délirants de tout acabit, le filtre par lequel ils décryptent autrui est tellement imprégné de leur passion, la croyance délirante, qu'ils en interprètent tous les mouvements dans le sens qui les confirme dans leur croyance. La psychiatrie et l'idée même qu'ils délirent sont rarement absentes de leur paysage, mais l'affirmation en vient toujours pour eux de l'extérieur et toujours contre eux. Le problème relationnel chez le psychotique ou plus précisément le schizophrène, et qu'on retrouve toujours ébauché chez le psychotique ordinaire, résulte de sa difficulté à percevoir la notion de l'intimité. Il perçoit les phénomènes, en particulier les mouvements intérieurs des uns et des autres, mais il les localise dans un territoire, un espace qu'il englobe lui-même avec son interlocuteur et ses proches. Ses perceptions peuvent être fines et ajustées, mais dans un espace où les limites de son identité personnelle et celles de ses interlocuteurs sont modifiées ou différentes. Il lui est donc souvent difficile de savoir à qui attribuer les mouvements qu'il perçoit, de quel intérieur ils proviennent, vers quel interlocuteur ils sont dirigés. Le narrateur de Gros Câlin le dit avec son talent habituel. Il se marrait sans le montrer, mais cela se sentait à la façon dont j'avais mal. La douleur de Monsieur Cousin, le héros du livre, suit le fil qui le relie au monde intérieur de ses interlocuteurs. Quand la femme dont il rêve et dont il ressent si fort le manque lui effleure le bras par inadvertance, il perçoit les grands mécanismes de la vie. C'était seulement le hasard qui rencontrait la nécessité, dit-il. Seulement ça, le hasard de son geste, la nécessité de son besoin. D'où l'abondance du il y a dans ses livres, comme dans le discours psychotique. Il manifeste que les mots, les concepts, les intentions, les émotions circulent sans qu'il soit facile ou possible de les attribuer à un sujet individualisé, flou qui caractérise le fonctionnement psychotique de type ouvert. Il y eut signe, pseudo, il y aura peut-être lecteur, idem. Incertitude dans le sens, c'est-à-dire la direction des affects et des pensées. À la sortie du métro, le ticket ne me jeta pas et me garda à la main avec sympathie. Gros câlin, ou encore prenant sa souris dans la main, je me sens bien au creux de cette main chaleureuse. J'ai l'impression qu'il y a bonté. Idem.
L'anonymat du il y a pointe parfois le danger. Là où il y a vêtements, il y a un moule à remplir, il y a forme humaine. Idem. Ils disent les choses sans sembler respecter ce qui relève pour nous de l'intimité, et nous voyons irrespect ou intrusion là où il y a perception. Peut-être est-ce lié à ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, mais ceci est une autre histoire. Devant sa façon d'ignorer les codes habituels de la bonne distance, géographique, culturelle, psychologique, l'entourage a un sentiment de violation de son espace personnel, sentiment d'intrusion qui génère si facilement un sentiment d'insécurité, un réflexe de vigilance, de surveillance. Ainsi se met en place le cercle vicieux de la psychose. Identité et intrusion sont intimement liés. Il est toujours difficile de donner une signification précise et claire de l'identité au-delà de la carte du même nom, mais chacun connaît la sensation qui fait ressentir des gestes ou des attitudes comme intrusifs, celle qui nous donne le sentiment d'une transgression du territoire personnel. Percevoir l'intrusion devient un marqueur fiable de l'identité. Pour certains, le moindre contact est intrusion, témoignant de la fragilité de leurs limites personnelles. Pour d'autres, rien n'est perçu comme intrusion, comme s'ils n'avaient aucun territoire personnel, comme si aucun signal ne venait témoigner qu'une limite de territoire est franchie, même par un agresseur. Il y a une quantité incroyable de gouttes, qui ne font pas déborder le vase. Gros câlin. Ainsi les morts-vivants des films de fiction voient-ils les objets traverser leur corps sans rien en ressentir. Pour Devereux, les impératifs de la survie ont nécessité de brouiller les repères d'identité. Les héros dont Ajar se fait le porte-parole, n'en doutent pas ou ne doutent pas de la nécessité où ils sont de le faire. Le lien intime entre le risque de l'identité et la chasse à l'homme ? Voici ce qu'en dit le narrateur de Pseudo. Alors je deviens un python, une souris blanche, un chien, n'importe quoi pour prouver que je n'ai aucun rapport. Doux internement et thérapeutique, en vue de normalisation. Brouiller les pistes, s'éloigner le plus possible de soi. De toutes les façons possibles. En étant aussi peu prévisible que possible. Je n'observe pas la chronologie, l'ordre et les règles car j'ai lu assez de romans policiers pour savoir que l'ordre risque de mener les flics jusqu'à moi. Pseudo. À l'instar des victimes du ver, le grand ver de dune, qui détecte ses proies et anticipe leur position à la régularité et à la logique de leur déplacement. Pour lui échapper et le surprendre, l'homme doit gibier devenant chasseur marcher de façon irrégulière, imprévisible, il doit gommer toute forme, tout rythme. Dans le même esprit, il s'agit d'éviter les passages cloutés. C'est étroit, bien défini et le gars au volant peut viser juste. Pseudo. Où il faut s'évertuer à faire croire qu'on n'est pas, mais absolument pas d'ici. J'ai tout essayé pour me fuir. J'ai même commencé à apprendre le swahili, parce que ça devait quand même être très loin de moi, idem. Qu'on ne se méprenne pas sur le jeu, du narrateur. Rien de plus trompeur. Il faut changer de nom tout le temps, si on ne veut pas se laisser constater. Idem, se laisser constater, permettre aux chasseurs de vérifier qu'on est bien le gibier qu'ils recherchent, ce qui explique que je ne supporte pas qu'on m'appelle par mon nom. Ça repère, idem. Ça repère. D'autant qu'il y a des polices invisibles et omniprésentes qui vous sautent dessus au moindre signe d'existence, et vous foutent le destin au cul. Idem. Et quand le prédateur se rapproche, il y a un moyen infaillible de donner l'alerte. Elle m'appelait par mon vrai prénom. C'était entre nous un signe convenu. L'identité. Il y avait péril. Idem, l'identité laquelle ? Tout sauf la véritable, je ne peux pas supporter mon vrai nom. Je me sens aussitôt coincé. Idem. Pseudo et Gros câlin disent la même chose que Devereux, mais avec autrement de force et de poésie. Comme quand ils parlent du danger d'être visible. Je m'étais soudain senti entouré d'index pointeurs, en proie à une visibilité inouïe. Je me découvrais planétaire, d'une responsabilité illimitée. C'est d'ailleurs pourquoi les psychiatres m'ont déclaré irresponsable. Idem ou encore, toujours sur la visibilité, je me suis désintégré complètement par excès de visibilité. Ma tête, je n'ai pas cherché à la récupérer, elle n'est pas la mienne de toute façon. Elle me cache bien, mais elle n'est pas à moi. Idem, la visibilité comme danger majeur pour celui qui s'évertue sans cesse à être pseudo ou à se cacher dans les dédales d'un monde pseudo. Et si par malheur on le voit. L'idée que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, j'étais prise en considération,
Tout cela faisait qu'Ajar courait à la recherche d'une fissure dans la réalité, où il pourrait se réfugier, échapper ainsi à l'inquisition intérieure. Idem. Dans ces conditions, la seule façon de ne pas se trouver, c'est de ne pas savoir qu'on s'est perdu. Idem. Une autre façon de dire la nosognosie ? Pas perdu, pas trouvé. Par qui ? Dans un tableau qui semble distinguer le plus radicalement ces fous de la patientèle du psychopraticien, on touche pourtant ce qui les en rapproche le plus. On retrouve ce dysfonctionnement de la limite, et donc les manifestations ci-dessus évoquées, ne serait-ce qu'à minima, au cœur de la psychose ordinaire comme le montreront mes témoins, dont la cohorte comporte de la même façon son lot de dépersonnalisés et de verrouillés. Le critère de la si difficile acquisition de l'autonomie financière semble également propre à la psychose clinique. Remboursable, la psychothérapie ne l'est certes pas. Mais les psychotiques ordinaires vivent volontiers au seuil de la précarité, même quand ils ont des ressources régulières, et pour eux dégager les ressources nécessaires pour se payer une thérapie constitue un effort important. Pour certains, c'est devenu le premier poste de dépense, celui qu'ils se doivent d'assurer. Si le psychopraticien est généralement confronté à la psychose à travers des consultants de prime abord tout à fait ordinaires, il peut aussi se trouver face à des personnes psychiatrisées et diagnostiquées comme psychotiques, relevant de la psychose clinique. Les enjeux du travail sont d'emblée alourdis par des défis importants, dont le premier est le poids des mots. Psychiatrie, hôpital psychiatrique, schizophrène, délire, neuroleptique, ces mots ont un effet immédiat sur le thérapeute. Ils entravent sa liberté de penser, et parfois sa capacité à accueillir la personne dans sa simple humanité. S'y ajoute un autre facteur déstabilisant. Le plus souvent l'entourage ou la famille amène ce consultant à son corps défendant, pour éviter la psychiatrie lourde et le recours aux neuroleptiques. C'est en général lors d'une rechute, mais il peut s'agir d'un premier accès. À cette intention louable s'ajoute souvent le souci du regard social que le diagnostic psychiatrique fait, ou a fait ou ferait peser sur la famille. La démarche se situe autant contre la psychiatrie que dans l'engagement à un travail sur soi. La psychothérapie et le psychopraticien se trouvent investis d'une attente chargée d'émotions, étant parfois considérés comme le dernier recours pour éviter la catastrophe ou pour en sortir. Le praticien se voit interpellé dans l'image qu'il a de lui-même et de sa compétence professionnelle. La tentative de séduction prend le biais d'un discours revendicatif contre la psychiatrie, les psychiatres, les médicaments. Je viens pour arrêter les médicaments, sous-entendu, mauvais, la psychiatrie qui m'a bousillé, sous-entendu, alors que la psychothérapie, regardez ce qu'ils m'ont fait, etc. Saura-t-on réussir là où la psychiatrie a échoué ? Une petite revanche ne nous ferait pas de mal. La demande se formule sur fond de rivalité entre corporations, aiguisée par les dernières dispositions législatives, avec des alliances, voire des positions militantes. N'avons-nous pas tendance à penser que la psychothérapie est ce qu'il y a de mieux pour aider les gens à s'en sortir, ne serait-ce que parce qu'elle nous a aidés nous-mêmes à sortir de nos impasses. Le psychopraticien contre le psychiatre et les neuroleptiques, le piège est tendu, qui peut nous stimuler, nous aveugler, nous décourager, les trois en même temps ou à tour de rôle. D'où la double nécessité de la modestie et de la clarté. Modestie dans ce qui peut être obtenu par le travail psychothérapique. Elle nous demande d'être lucides sur nos limites, et plus que sur notre impuissance, sur ce que nous sommes prêts à faire. Il faudra peut-être un suivi psychiatrique parallèle et des médicaments à prendre. L'articulation avec d'autres professionnels nécessite de poser les problèmes de confidentialité envers les tiers. Clarté sur le fait que le travail du psychopraticien n'est ni gratuit ni remboursable. Il faut prendre tout le temps nécessaire à l'établissement d'un contrat de travail avec le consultant, et poser qu'il vient bien de lui-même et par lui-même. Si ses ressources ne lui permettent pas de payer, il convient d'aborder avec lui et le payeur les questions fondamentales, qui paie, pour qui, pourquoi. Cela ne signifie pas qu'il doit être répondu d'emblée à ces questions qui touchent à la problématique même de la psychose, mais qu'elles seront présentes en tâche de fond. Il s'agit de préciser le cadre du travail, durée et fréquence des séances, possibilité et gestion des contacts téléphoniques entre séances, garantie de sécurité pour le thérapeute comme pour le consultant pendant les séances. Ces points doivent être abordés et précisés dans les deux grands types de situations,
où la psychose clinique s'invite au cabinet. Certains sont des patients car la médecine les a labellisés depuis longtemps, plus ou moins stabilisés, mais qui veulent sortir de ce rail et de la suggestion aux neuroleptiques. Ils profitent souvent du premier contact pour déjà arrêter de les prendre. Ainsi de Mishkin ou Bruce, psychiatrisés bien avant de venir en thérapie. D'autres vivent une explosion psychotique récente, aiguë, bruyante et cherchent eux ou leur famille une alternative immédiate à la médecine et généralement à l'hospitalisation, surtout quand il ne s'agit pas du premier accès. Je pense à Diane et à Ophélie, venues en épisode fécond comme disent les psychiatres. Je parlerai d'eux pour montrer comment le processus thérapeutique met à jour de façon spécifique le fonctionnement psychotique et comment il peut ouvrir sur un changement possible. La dépersonnalisation. Nous la retrouverons souvent au fil des pages. Le sentiment de l'identité propre incarnée dans ce corps-ci devient incertain, les limites du monde personnel s'estompent ou disparaissent. L'étrangeté s'installe, la peur voire la terreur. On ne se reconnaît plus dans le miroir, sur les photographies, ni même en se tâtant. C'est la métamorphose que décrit F. Kafka. Ainsi décrite et vécue, la dépersonnalisation apparaît comme typiquement psychotique. Elle revient à se couper de la réalité commune et à perdre le sentiment de son identité. Comme si, en se faisant disparaître de soi-même, de son corps, de ses émotions, on faisait disparaître les dangers. Elle peut sembler installée à demeure, comme un mode de fonctionnement ou survenir dans une circonstance où la charge émotionnelle est trop forte. Réaction hystérique, évanouissement, décompensation. Elle se manifeste ainsi ou à minima pendant la thérapie. Le praticien lui-même peut la ressentir, et il lui appartient d'en faire un précieux outil de travail. Mais elle est avant tout une expérience humaine. Beaucoup de conduites cherchent à la produire pour libérer l'être des limites du petit moi, pour connaître l'extase, trouver le lien avec le plus grand soi. Elle est au cœur de la transe, d'exercices spirituels, de la prise d'hallucinogènes, etc. Elle s'inscrit dans le plus quotidien de nos vies, avec la musique, la sexualité, la méditation. Et peut déboucher paradoxalement, sur un autre sentiment de soi, de son identité. Un auteur qui nous accompagne dans ce livre décrit les deux faces de la dépersonnalisation. À 13 ans, vivant sa première expérience sexuelle, il écrit « J'étais plongé dans cet état de béatitude et d'insensibilité à peu près totale qui est une de nos grandes réussites ici-bas. La beauté d'être, radieuse de plénitude, de sagesse et de bonheur souverain. La promesse de l'aube, et dans Gros câlin le narrateur dit « J'ai l'impression que l'on vit dans un film doublé et que tout le monde remue les lèvres mais que ça ne correspond pas aux paroles. Cet état d'absence à moi-même que je continue à éprouver, des états d'esquive, de rature très pénibles. » Clinique de la psychose ordinaire. Petit inventaire des façons de brouiller son identité pour sauver sa vie. En quittant la psychiatrie publique hospitalière et en ouvrant, après quelques années de recherches alternatives, un atelier de psychopraticien, je pensais aussi quitter le monde de la psychose. Je pensais, comme beaucoup de psychopraticiens et de psychanalystes, que ce monde est celui des psychiatres et des centres spécialisés. Les psychotiques ne perçoivent pas la réalité commune comme tout le monde, ils ne sont pas conscients de leurs troubles, quelque image que leur en renvoie le regard social, comment les retrouverait-on en thérapie ? D'où l'étonnement des thérapeutes et analystes quand ils sont confrontés dans leurs ateliers, sur leur divan, à des consultants comme tout le monde, comme vous et moi, qui, sans qu'ils s'y attendent, leur ouvrent les portes de la psychose. La réalité, Sarah doit la percevoir et savoir la gérer, elle, l'infirmière qui vient d'être promue à un poste de responsabilité. Mais qui sait qu'elle a fait une bouffée délirante, qu'elle a été hospitalisée en psychiatrie ? Qui sait que quand elle est en proie au doute, à la peine, elle scrute anxieusement son visage dans le miroir, ne s'y reconnaissant plus ? La réalité, Minos doit en avoir une appréciation assez juste pour qu'on lui ait confié la fonction de syndic de copropriété dans son immeuble, et pour qu'il assure de temps en temps des cours de droit à l'université. Mais qui sait que quand il vient voir son psychopraticien, il est persuadé que celui-ci l'enregistre et qu'il y a des caméras cachées ? La réalité, Cassandre doit y être attentive quand elle enseigne dans son lycée professionnel. Mais qui sait que quand son psychopraticien pratique avec elle un enveloppement, elle entre dans un espace de terreur qui la laisse sans voix, ne pouvant dire que être entière c'est mourir.
Salomé, employée modèle dans un service public, gère assez la réalité pour assurer son travail, préparer un diplôme technique et faire tourner son ménage. Mais qui sait qu'elle est persuadée que son psychopraticien entretient une relation sexuelle à distance avec elle et qu'elle en est enceinte, portant le futur sauveur du monde. Qui le sait, sinon eux-mêmes et leurs thérapeutes? Ces consultants semblent n'avoir rien de commun pour leur entourage, leurs proches ou pour le praticien qui les accueille, avec les vrais fous, les psychotiques cliniques, schizophrènes et délirants, ceux qui relèvent de la psychose remboursable, prise en charge à 100%. Personne ne les considérerait comme malades mentaux. Leur insertion sociale ne parle pas de psychose. Ils se présentent dans leur quotidien comme n'importe lequel d'entre nous, comme des gens tout à fait ordinaires, chacun à sa façon. Si proches de nous-mêmes. Pourtant, Sarah, quand vient un avis de tempête, craint que son identité se morcelle et qu'elle-même disparaisse. Minos vit avec une menace permanente sur son intégrité, prêt à la débusquer dans tout ce qu'il entend. Cassandre pense que nul n'est bien disposé à son égard et que dans certaines circonstances, qui n'ont de sens que pour elle, elle est en danger de mort. Salomé conserve dans un recoin de son âme l'idée que le désir sexuel peut faire exploser son identité. Je vivais, dit Adonis dans une peur paralysante, j'étais terrifié, c'est le mot. Il sent en lui son identité toujours problématique. Je n'étais jamais vraiment moi, ma rancœur se tournait non vers les autres mais vers le moi qui m'empêchait de vivre. C'est de cela qui relève de ce que j'appelle la psychose ordinaire, dont je veux parler ici. Et ils sont nombreux, tant comme consultants que comme psychopraticiens. Dans leur intimité, ils savent que leur contact avec la réalité reste incertain, précaire. Un psychopraticien américain, lui-même connu et reconnu dans son milieu, en donne un exemple frappant. Il raconte comment il découvre qu'il sent le sol sous ses pieds. Ce jour-là, dans la salle de sport qu'il fréquente, il s'aperçoit que le sol du vestiaire est inégal, qu'il présente des creux et des bosses comme un terrain de plein air. Il connaît l'endroit depuis 4 ans. Pour la première fois, il a le sentiment que ses pieds sont réellement en contact avec le sol. Il ajoute : cela faisait 17 ans que j'étais dans la psychothérapie bioénergétique, sous-entendu, comme consultant et comme praticien, et pourtant je n'étais pas en mesure de sentir la forme du sol sous mes pieds. Il était clair que fondamentalement je n'étais pas ancré. Plus loin il précise, ces personnes, les personnalités organisées sur le mode borderline dans lesquelles il s'inscrit semblent en contact avec la réalité, mais à l'intérieur elles vivent dans un monde de morts-vivants. Ils peuvent avoir traversé des épisodes psychotiques, survenus spontanément comme Sarah, ou provoqués par des psychotropes, drogue, alcool comme Abélard. Même s'ils ont été médicalisés, ces épisodes figurent rarement dans leur biographie autorisée, et leur quotidien n'en dit rien. Ainsi d'Artémis qui a fait 2 bouffées délirantes, une première à 37 ans traitée par neuroleptique, une seconde 8 ans plus tard. Elle vient pour prévenir un 3e épisode, car elle a repéré que les précédents sont survenus après la mort d'un proche, et il se trouve que son ami le plus proche est atteint d'un cancer généralisé. Mais elle a pu préserver son insertion professionnelle et son autonomie matérielle. Comment ? Je dois limiter ma partie vulnérable, dit-elle, à l'espace privé. Beaucoup réussissent ainsi à ce que la folle du logis ne sorte pas du logis. Pourtant, même dans cette relative préservation d'une partie de leur moi, ils entretiennent un lien subtil avec les grands fous qu'il faut contraindre à se soigner ou à se laisser soigner. Ici pas de contrainte proprement dite, mais un poids qui pèse sur leur entourage et sur le thérapeute quand ils viennent dans son atelier. Le souci de leur état préoccupe leurs proches qui ne peuvent s'empêcher de s'en sentir quelque peu responsables. Notre personnage ne veut pas qu'on se mêle de ses affaires, mais fait en sorte, consciemment ou pas, qu'on ne puisse pas ne pas s'en mêler. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.